Merci. Bon, je vais essayer à la fois de contextualiser l'émergence de ces rapports et également en quoi ces rapports, moi je ne me focaliserai pas tellement dans ces rapports, en ce sens qu'il y a des sources du droit obligatoire plus directes qui vont influencer le droit positif, et des situations qui méritent un peu plus d'attention. Mais enfin, les rapports me semblent sinon anecdotiques, tout au moins intéressants du point de vue de le contexte idéologique dans lequel il émerge. Donc, tout au long du débat parlementaire sur le mariage pour tous, et même après l'adoption définitive de la loi, et même la semaine dernière, la doxa familialiste n'a pas cessé de manifester sa vive opposition à cette réforme importante, on pourrait dire majeure, du Code civil. Commençons par les débuts. N'oublions pas que la contestation prend forme les 15 août 2012, jour d'Assomption de la Vierge Marie, lorsque Monseigneur André XXIII, président de la conférence des évêques de France, fait parvenir une lettre aux paroisses incitant les fidèles, je cite, à prier pour la sauvegarde de la famille traditionnelle. Depuis lors, plusieurs manifestations se sont organisées de partout, dans les principales villes de France. Les veilleurs continuent à rôder devant le ministère de la Justice. Et la semaine dernière, on a eu encore une manifestation importante où j'étais au Québec. On m'a demandé encore s'il y aurait une manifestation par la suite, parce qu'ils ne comprenaient pas en fait pourquoi ça continuait. L'opposition s'est articulée autour de la défense effectivement d'une conception du mariage plus proche du droit canonique que du droit civil, en associant l'union matrimoniale à sa supposée finalité reproductive. Ainsi, un certain nombre de slogans brandis dans ces cortèges soulignaient le caractère évident et naturel des liens de filiation. On pouvait effectivement lire dans les pancartes « mariage égale un homme plus une femme ». Tous nés d'un homme et d'une femme. Un père plus une mère, c'est élémentaire. Un papa, une maman, on n'aimant pas aux enfants. Non à la filiation fiction. Ou encore, si ce n'était pas clair, il n'y a pas d'ovule dans les testicules. Ça, c'est les pancartes au fin de la manif. Ces formules furent relayées par les médias, BFM TV, enfin télé, et répétées ad nauseam par l'opposition dans l'enceinte parlementaire. Malgré leur extrême simplicité, ou plutôt grâce à elle, ces slogans ont été assez efficaces, aussi bien sur les plans politiques que juridiques. D'une part, ils sont permis de mieux masquer politiquement l'homophobie derrière l'argument de l'intérêt de l'enfant, entendu comme droit à avoir un père et une mère, et d'autre part, avant même les débuts des discussions du projet de loi, rappelons-nous que la commission de loi de l'Assemblée nationale, pour contrer l'opposition, à l'époque il y avait 10 personnes devant l'Assemblée, mais ça a commencé. Donc pour contrer l'opposition, a voté un amendement balai permettant de maintenir dans la loi les termes père et mère. L'expression parent est retenue uniquement pour les couples de personnes de même sexe. Dans la version originelle, le mot père et mère était systématiquement remplacé par celui des parents. Cela constituait, de mon point de vue, une véritable avancée symbolique, car la loi n'a pas, d'après moi, pour mission de signifier la nature sexuée du parent, mais simplement sa fonction parentale. En effet, si les hommes et les femmes ont les mêmes droits, et si les rôles parentaux sont aujourd'hui interchangeables, pourquoi faut-il maintenir la distinction terminologique dans le Code civil? La question de la différence des sexes a toujours été intrinsèquement liée à la filiation. Ainsi, au fur et à mesure que les couples de même sexe commencent à jouir d'un certain nombre de droits parentaux, se développe un mécanisme politico-juridique caractérisé par une forme de retour au biologique en matière de filiation. Pour les conservatismes de droite, il est question de combattre toute forme de reconnaissance des familles en dehors de celles constituées par, sinon le mariage, l'union hétérosexuelle et la filiation dans le cadre de cette union naturelle ou légitime. Une résolution du conseil municipal de Fontebourg, donc qui a été entre-temps contestée par la justice, du 24 octobre 2013, refusant le mariage des couples de même sexe, va jusqu'à invoquer, je cite, « une loi naturelle supérieure aux lois humaines ». Les raisonnements des élus de la commune se fondent sur l'idée que les couples homosexuels sont, je cite, « radicalement incapables de procréer un être humain,
qui sont issus de cette union et par conséquent de l'éduquer à titre des parents dans l'altérité et la complémentarité. Fin de citation. S'installer jusqu'à invoquer l'ordre naturel, les députés et sénateurs de droite ont défendu systématiquement le modèle de la famille traditionnelle biparentale. Pour les conservatismes des gauches, il est question d'intégrer les modèles, les nouvelles formes, effectivement, familiales, tout en maintenant certaines interdictions, assistance médicale à la procréation pour le couple des femmes et gestation pour autrui pour l'ensemble des couples. Ou tout au moins, si un jour ces techniques de reproduction venaient à être autorisées, en préparant les réformes législatives nécessaires pour inscrire les dites techniques, PMA, GPA, dans les droits, sans bouleverser le primat de la différence de sexe. Tout se passe comme si, pour pouvoir reconnaître juridiquement l'homoparenté, il fallait signifier d'une manière ou d'une autre la prééminence de l'hétéroparenté. L'enjeu symbolique relève bien de la parenté et non pas de la parentalité, car s'il s'agit de l'institution juridique de la filiation elle-même et non pas seulement de l'autorité parentale ou du statut du beau-parent tel qui était donc repris par la loi famille. En ce sens, les pancartes de la Manif pour tous et la décision du conseil municipal des Fonds-Tombeaux ne constituent que la partie émergente de l'iceberg, ainsi que ses manifestations les plus paroxystiques. La partie invisible risque de perpétuer d'une manière bien plus insidieuse la hiérarchie des parentés. Pourtant, depuis les débuts du XXe siècle, l'ensemble des travaux sociologiques démontrent que la famille n'est ni naturelle ni intangible. Depuis les années 70, le droit n'a pas cessé de dissocier le mariage de la filiation, en particulier pour donner aux bâtards, entre guillemets, les mêmes droits qu'aux enfants légitimes. De surcroît, tous les indicateurs démographiques manifestent le caractère polymorphe de famille au pluriel. Pourtant, l'adhésion à un discours simpliste sur la famille nucléaire, présenté comme le modèle unique à suivre, n'a jamais occupé une place aussi importante dans l'espace public français. Comment ces discours d'évidence qui font de l'imaginaire de la filiation sur la biologie est-il réactualisé aujourd'hui ? D'où vient cette forme d'essentialisme qui s'acharne à ne pas s'effacer de la loi la différence des sexes ? Dans les quelques minutes qui m'y sont imparties, je vais essayer d'analyser les composantes de ces montages idéologiques, en apparence complexes. Cette analyse est d'autant plus nécessaire que les enjeux vont bien au-delà de l'égalité des familles homoparentales. Il s'agit des fondements politiques du droit civil de la filiation. Alors que la reproduction est un fait biologique, la filiation apparaît comme une institution éminemment juridique. De ce point de vue, toutes les institutions sont fausses, fictives et mensongères. Il s'agit de l'institution et non pas de la nature. Le droit peut certes tenir compte du fait naturel, et le fait, mais seulement en tant que dispositif d'agencement parental. La filiation répond à ses règles propres, affranchies de la nature. Comme le soulignait le doyen Cornu, je le cite, le droit de la filiation n'est pas seulement un droit de la vérité biologique, c'est aussi un droit de la vie, de l'intérêt de l'enfant, de la paix des familles, des affections, des sentiments moraux, de l'ordre établi, du temps qui passe, etc., etc. Le droit moderne rompt donc avec le naturalisme du droit canonique. Désormais, sur le plan juridique, ce ne sont pas tant les racines naturelles des institutions qui comptent, mais la réalisation d'objectifs spécifiques, comme la paix des familles, la transmission du patrimoine, la solidarité des générations, la protection des plus faibles, etc., etc. Le droit moderne s'inscrit ainsi dans la tradition du droit romain pour lequel la filiation permettait surtout d'organiser les successions et les tutelles, ou l'interdiction des témoignages contre les parents dans la juridiction criminelle, et non pas d'octroyer à l'enfant une quelconque identité psychologique. En ce sens, effectivement, si on prend les droits canoniques, l'interdiction de l'adoption en droit canonique et la restauration de l'adoption par le droit civil du Code Napoléon s'inspirent évidemment du modèle romain où effectivement il s'agissait d'un système beaucoup plus ouvert et non pas tant de cette idée de pouvoir inscrire l'enfant d'une quelconque mission du droit pour protéger une quelconque identité. Pour le modèle civiliste, nul besoin donc de la biologie ni de la différence des sexes pour inscrire l'enfant dans une lignée. L'adoption plénière ouverte aux célibataires ou la possession d'État constituent les exemples les plus paradigmatiques de cette dissociation. Dans ces deux cas, la filiation peut être établie à l'égard d'une ou deux personnes qui n'ont aucun lien biologique ou peuvent avoir aucun lien biologique avec l'enfant.
évidemment, le cas de l'accouchement sous cycle, c'est une autre figure où on dissocie complètement la question biologique de la question donc des liens de filiation. La différence de sexe comme conditio sine qua non de l'établissement du droit de la filiation n'apparaît dans le débat politique de manière explicite que très récemment. Plus précisément, dans un rapport commandé à la fin des années 80 par Michel Rocard, et au sein duquel il est prôné, je cite, l'affirmation de la valeur. Vous voyez que le mot valeur réapparaît aussi dans les rapports Terry, valeur. Donc l'affirmation de la valeur des structures naturelles de la parenté. Fin de citation. C'est un rapport de 88. Cherchant à trouver donc un encadrement pour les techniques procréatives émergentes, un principe étonnant sera alors énoncé dans le dit rapport, je les cite, 2 parents, pas un de plus, pas un de moins. La panique morale exprimée dans ces documents s'explique non seulement par l'avènement spectaculaire des techniques procréatives, mais aussi et surtout par l'éventualité d'une parenté exclusivement féminine ou éventuellement exclusivement masculine que le dit technique pourrait entraîner. Pourtant, cette assignation unisexuée de la filiation existe déjà depuis la loi 66-500 du 11 juillet 1966, portant réforme de l'adoption. En effet, ce texte consacre la famille monoparentale, adoptive, par la possibilité d'une adoption plénière individuelle, c'est-à-dire rupture avec les familles par les sangs et la création d'un lien avec l'adoptant. Mais à l'époque, je me suis dit, mais en France 66, on instaure cette famille unisexuée. Si tous les problèmes, c'est le fait que l'enfant doit avoir un père et une mère et que toutes ces manifestations, des centaines de milliers de personnes, c'est parce que les mariages pour tous ouvrent la possibilité d'une adoption unisexuée. J'ai demandé à mes étudiants, tu n'étais pas à l'époque, j'ai demandé à mes étudiants d'aller voir les débats parlementaires sur la loi 66. Eh bien, à mon étonnement, il n'y a pas eu de débat. La loi est passée donc comme une lettre à la poste. Donc, c'est en fait qu'en effet, il n'y avait pas à l'époque le débat sur, il n'y avait pas la menace, entre guillemets, de l'homoparentalité. Cette menace ne planait pas. Et donc, celle-ci risque, entre guillemets, effectivement, de transformer l'assignation unisexuée de la loi 66 en une assignation homosexuée. Donc, déjà, comprenons de quoi on parle. Le problème, ce n'est pas le fait de l'assignation unisexuée qui existe depuis longtemps, c'est l'assignation homosexuée. C'est en fait l'homosexualité, et non pas la monoparentalité, qui effraie tant la pensée conservatrice. Vous savez expliquer effectivement l'architecture clinique et hétérocentrée de l'assistance médicale à la procréation, qui anticipe donc la revendication de futurs parents gays et lesbiens et surtout essaye de contrer, à mon avis, l'homoparenté. Les lois bioéthiques ont construit donc l'AMP comme un supposé remède contre l'infécondité sur la base, vous l'avez dit, de la simulation de l'acte hétérosexuel procréatif. Celui-ci apparaît désormais comme le point de départ permettant la mise en place d'un schéma symbolique, la vraisemblance biologique. Tenez bien compte de cette idée de vraisemblance biologique, car je vais me fonder sur ça pour expliquer les dispositifs. L'AMP, dont la PMA n'a pas été pensée politiquement ni construite juridiquement à partir d'un droit subjectif, comme vous l'avez bien dit, ou d'une liberté, comme ce fut le cas pour l'IVG, mais comme un acte médical qui sert à pallier une stérilité ou à éviter la transmission d'une maladie grave. La PMA constitue en quelque sorte une démission du politique en faveur de l'expertise clinique, laquelle déterminera la frontière du permis et de l'interdit dans la matière. À cette raison médicale s'ajoute la promotion d'un type d'agencement familial. Ça me semble important de le dire, ce n'est pas simplement la question donc de la raison médicale. Il s'agit donc de la promotion d'un type d'agencement familial, le couple hétérosexuel au âge des procréés. En France, donc, la législation de l'assistance médicale à la procréation est légitimée par cette conception d'une parenté naturelle fondée sur l'idée que l'intérêt du futur enfant implique le droit d'avoir une mère et un père et des liens biologiques vrais ou vraisemblables avec les personnes remplissant cette tâche sociale. Ces valeurs, décrites comme universelles, se trouvent de surcroît à l'origine de l'inclusion de la PMA parmi les services remboursés par la sécurité sociale. Bon, je ne répète pas l'article L2141 du Code de la santé publique. C'est donc objet de remédier à l'infertilité, les couples donc hétérosexuels en âge de procréer. Bon, déjà, dans les codes de la santé publique, on voit que la peur d'une filiation homosexuelle a eu comme résultat la mise en question radicale de la notion juridique de filiation, laquelle sera conçue désormais davantage comme un événement naturalisable
que comme l'expression de la volonté individuelle ou du projet parental du couple. La crainte donc de l'institutionnalisation de l'homoparenté est à la fois la preuve, et la foi dans la preuve biologique, sanguine ou génétique, car il me semble qu'il faut aussi mettre le rapport en perspective par rapport aux décisions du Conseil d'État concernant la place de la preuve sanguine dans l'établissement de la filiation, affaiblissent donc, de mon point de vue, les autres figures de la filiation qui reposent sur la volonté ou sur le vécu. En effet, outre les lois bioéthiques, la place prépondérante de la vérité biologique dans l'établissement du lien filial fut confirmée par les magistrats dans un célèbre arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2000. Ainsi, la distinction traditionnelle entre reproduction fait biologique et filiation fait juridique, fondement du droit civil moderne, se trouve profondément questionnée. Non seulement à partir d'arguments classiques provenant du droit canonique, ordre naturel, loi suprême, loi naturelle, etc., mais aussi et surtout par l'émergence d'une rhétorique nouvelle qui, d'une fois, fera de la différence des sexes l'arrière-plan de l'ensemble des filiations, et d'autre part, placera l'expertise sanguine et la preuve d'ADN au cœur du dispositif judiciaire de la parenté. Les grands principes autour desquels s'articule encore le droit civil, tels l'autonomie de la volonté, le respect de la vie privée, l'égalité ou la libre disposition de soi, se trouvent donc fragilisés au profit des nouvelles prescriptions étrangères, de mon point de vue, au droit civil, fondées sur des notions telles que la bonne structuration psychique de l'enfant, voire les structurations de l'humain, et la valeur éminente de la différence des sexes. Éric Fassin a bien analysé l'évolution du discours théologique en la matière en montrant comment le pape Benoît XVI a superposé l'ordre naturel avec les lois de la nature pour refonder l'ordre sexuel en nature. De même, le conservatisme des gauches va superposer l'ordre symbolique de la différence des sexes à la vérité des origines pour refonder l'ordre parental sur la prééminence de l'hétérosexualité. Tout se passe comme si, derrière l'homoparenté ou la monoparenté, le droit doit ou devrait nécessairement reconnaître l'hétéroparenté. La dimension conventionnelle de la filiation, fiction instituée par le droit, ne posait guère de problèmes lorsque celle-ci pouvait fonctionner comme un artifice imitant la nature. Vous avez cité Marcella Yacoub. La vraisemblance biologique du couple d'adoptants avec le couple des géniteurs permettait d'assumer la création d'un lien de filiation complètement dissocié de la vérité biologique. On pouvait instituer les vivants, vita instituere, pour reprendre l'expression de Pierre Legendre, dès lors que la base de la dite institutionnalisation était effectivement l'hétérosexualité. Aujourd'hui, grâce à la loi permettant l'adoption par des couples de même sexe, le droit ne peut plus faire comme si les parents d'intention coïncident avec les couples procréatifs, comme c'était le cas lorsque seulement les couples hétérosexuels pouvaient adopter. Mais plutôt que d'assumer la dimension conventionnelle de la filiation, la dimension fictive de la filiation, et dire que c'est la volonté qui fonde l'ordre parental, le néobiologisme, ou cette forme de néobiologisme, s'acharnera à refonder la filiation sur la base de la vérité, non pas biologique, mais de la vérité des origines. Comme l'homoparenté ne peut reposer sur un montage dont les points de départ et la ressemblance biologique, comme vous l'avez bien dit, donc il ne peut pas avoir de ressemblance biologique, hein, comme pour les adoptions internationales, c'est pareil. S'il y a deux parents blancs qui adoptent un enfant noir ou asiatique, on ne peut pas faire comme si. Bon, pareil, donc le point de départ ne peut plus être la ressemblance biologique pour les couples homosexuels, au lieu de s'affranchir de celle-ci, de cette ressemblance biologique, en affirmant la dimension conventionnelle de toute filiation, il est question désormais de creuser encore plus profondément dans ces paradigmes naturels de la ressemblance biologique pour trouver les points de départ qui faciliteraient la mise en place d'un schéma symbolique inédit, certes, mais toujours plus proche de la nature. Pour ce faire, d'une part, il faut dénoncer la ressemblance biologique considérée comme de l'ordre pseudo-procréatif, comme c'était dit dans les rapports. Donc dénoncer, c'est là, la pseudo-procréation. Et d'autre part, octroyer aux origines une place juridique. Ainsi, un personnage nouveau fait son apparition sur la scène juridique, et il me semble important de travailler sur ce personnage nouveau, le géniteur, qui n'avait pas de place juridique.
Enfin, elle n'a pas toujours pas, mais enfin, les rapports le proposent qu'il y ait une place. Cette pensée néobiologiste prend ainsi le relais des slogans de la Manif pour tous en considérant indispensable d'organiser l'ordre de l'affiliation sur un ancrage solide, je cite. Désormais, il faudra enraciner l'affiliation dans les tréfonds sécurisants de la vraie biologie. À la différence donc de manifestants, ces experts s'égardent d'assimiler l'affiliation à la procréation. Leur geste n'est pas pour autant moins biologisant. En effet, l'argument de la vraisemblance biologique utilisé pour justifier l'adoption et la PMA hétérosexuelle, ces experts opposent donc la certitude des origines génétiques. À l'heure où la filiation risque d'être brouillée, je cite, par la filiation monosexuée, il est question d'assurer la permanence de l'humain à travers le marquage de ses origines. Paradoxalement, ou tout au moins en apparence, c'est justement en s'appuyant sur l'homoparenté, tellement décrit auparavant, c'est en s'appuyant sur l'homoparenté que les nouveaux montages idéologiques prennent forme. Celle-ci, l'homoparenté, n'apparaît plus comme indispensable, impensable ou terrifiante, comme à l'époque du Pax, mais au contraire, comme l'événement permettant de repenser la filiation adoptive ou par PMA, non plus sur la base de la ressemblance naturelle, qui n'est que mensonge, mais sur celle de la certitude biologique de l'engendrement. Ainsi, le droit n'aurait plus besoin de la vraisemblance biologique pour construire le nouvel ordre de la parenté. La vérité de l'engendrement lui permet d'ancrer la filiation sans ambiguïté dans une assise biologique à une seule et unique condition, la levée de l'anonymat des géniteurs. Loin d'être banni, comme à l'époque du Pax, l'homoparenté jouera désormais un rôle capital dans ces nouveaux dispositifs. Elle devient ainsi la fiction raisonnable. Contre les mensonges de la PMA et l'adoption plénière hétérosexuelle, l'homoparenté constitue ainsi une fiction crédible, puisqu'incapable d'égommer les origines, présentées désormais comme identitaires narratives, je prends l'expression, expression empruntée abusivement à Paul Ricoeur pour mieux dissimuler les aspects biologisants de cette entreprise. L'homoparenté, si les statuts des géniteurs venaient à être dévoilés comme le proposent les rapports, permettrait ainsi d'abolir la fiction pseudo-procréative d'une certaine hétéroparenté, adoption plénière, AMP avec donneur, accouchement sous X, en restant une fiction fondée non pas sur la vraisemblance biologique, mais sur la vérité de l'engendrement. Et ceci afin de relier l'histoire de l'humain à l'origine, à la fois biologique et symbolique, de l'humanité. Pierre Legendre, leçon 4. Une fois le statut du géniteur reconnu par la loi civile, l'homoparenté n'apparaîtrait plus comme opposé à la loi naturelle, biologique ou de la vérité des origines, mais en revanche comme la confirmant. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a été particulièrement séduite par ces dispositifs lorsqu'elle souligne la fiction que l'adoption plénière institue est qualifiée des mensonges institutionnalisés. La CNCDH dit qu'on n'est pas trop entamé la représentation psychique de deux lignées d'engendrement, c'est très ça. Et l'avis de la CNCH suit l'opinion de plusieurs psychanalystes, et anthropologues et sociologues qui, lors des auditions parlementaires, avaient demandé l'inscription des géniteurs dans la loi. C'est pourquoi Monseigneur 23, les grands rabbins de France, les présidents du culte musulman, les représentants des évêques orthodoxes ou la fédération protestante n'ont pas eu besoin de mobiliser d'arguments théologiques. Ceux utilisés par les gardiens de l'ordre symbolique laïque suffisent car le soubassement idéologique est commun. La réalité biologique de la différence de sexe doit être inscrite dans la loi puisqu'elle donne sens non seulement à la filiation mais à la relation humaine tout entière. Lorsque la CNCDH demande que la vérité biologique de l'engendrement ne soit pas occultée, elle participe de cette refondation de l'ordre de la parenté. Le géniteur sera désormais appelé donneur d'engendrement, en devenant un personnage central du dispositif néobiologique. Ainsi, l'accès aux origines ne se résume nullement à la simple connaissance des personnes qui ont participé à la conception de l'enfant. Ça, c'est important de le dire. Connaissance qui nous semble parfaitement légitime, d'ailleurs. La question des origines vient bien au-delà du droit à connaître ses origines pour devenir la clé de voûte du rapport entre l'institutionnel et le corps, si cher à Pierre Legendre.
Je cite, « Cela n'engage rien moins que la condition de mortalité situant chacun de nous à l'intérieur d'un monde humain, signifiant qui a commencé avant notre naissance, qui continuera après notre mort et dans lequel nous devons passer notre vie. » Ce n'est pas Monseigneur 23 qui s'exprime de la sorte, mais la sociologue qui préside les groupes de travail qui a donné place donc à ces rapports. Donc, le titre donc, de ces rapports évocataires des filiations, origines biologiques des personnes, dissociation de la question des origines biologiques à la filiation et à la parentalité, cette association donc, de biologie, valeur et parenté ne me semble nullement innocent. Rapprocher ces questions des origines dans une réforme du droit de la parenté dévoile cette entreprise constituant à établir une sorte de filiation de souche qui renvoie à la reproduction, tandis que les autres formes de filiation, vous avez parlé des 3 formes, enfin les autres viendraient s'ajouter une fois établi dans la loi ces nécessaires arrière-plans biologiques grâce à la levée de l'anonymat. Dans ces contextes, je vais finir, la question des origines ne fait que réactiver le vieux mécanisme du justnaturalisme consistant à fonder les institutions juridiques non pas sur la délibération démocratique, mais sur certains fondements prétendument invariables et auxquels la volonté doit impérativement se soumettre. Loi naturelle, ordre naturel, sous peine de compromettre la coexistence démocratique par un relativisme individualiste. Les avis neufs de l'ordre naturel, entendus à la fois comme discours fondé sur un principe immuable et permettant la perpétuation d'une métaphysique de la différence des sexes, trouve son origine dans le montage idéologique que je viens d'analyser, mais aussi à travers cette pratique judiciaire caractérisée par la prééminence de la preuve sanguine et génétique dans les contentieux de la filiation. J'avais cité donc cette décision du 28 mars 2000 de la décision de la Cour de cassation, suite à laquelle l'expertise sanguine est devenue un droit en matière de filiation. Avant cet arrêt, la dite expertise n'était pas systématique. Elle relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ces renversements jurisprudentiels apparaissent clairement exprimés dans les propos de l'avocate générale lorsqu'elle dit, je la cite, « L'incertitude identitaire quant à la filiation est pour un enfant source de graves déséquilibres sur le plan de la construction de sa personnalité. » Vous voyez bien que déjà, dans cette présentation de l'avocate générale, l'engendrement devient la certitude identitaire qui devrait fonder la filiation. Un arrêt donc, du 12 mai 2004 de la Cour de cassation a franchi encore un pas important en matière d'action en recherche des paternités, en n'exigeant plus des présomptions ou indices graves pour apporter la preuve de la paternité et en permettant la preuve directe par l'expertise. La révalorisation de l'adoption simple au détriment de l'adoption plénière, il faut voir aussi tous les nombres de juristes, de psychologues et d'anthropologues qui nous disent qu'il faut valoriser l'adoption simple au détriment de l'adoption plénière, participe également de cette mouvance. Outre le rapport de la CEDH, inspiré par certains travaux des psychologues et d'anthropologues, la doctrine des juristes commence à revendiquer l'adoption simple pour les couples d'un même sexe, donc comme une forme possible et beaucoup plus adaptée donc, à la loi. Et vous voyez que l'opposition dit qu'il faut réécrire la loi. Et j'ai vu que dans les réécritures de la loi, il y aurait plus, si la droite viendrait à le faire et arriverait au pouvoir, enfin si tout ça, il n'y aurait plus effectivement cette adoption plénière du couple, mais simplement une adoption simple. Donc, le rapport Terry propose en matière d'adoption plénière de ne plus remplacer un acte de naissance par un autre, mais de garder un seul acte, l'acte de naissance originel. L'enfant ne naît pas une deuxième fois, dit le rapport, l'adoption n'est pas un effacement de la naissance et de la vie antérieure, l'adoption devrait être transcrite sur l'acte de naissance d'origine par une mention de nom actuel ou du ou de parents. La CNCDH, le rapport Terry et la doctrine des juristes trouvent ainsi en Frigide Barjot une alliée des tailles, car selon la Passionnariat anti-mariage pour tous, je la cite, « Seule une loi ouvrant aux couples homo mariés les droits à une adoption simple et non pas plénière, car cela reviendrait à effacer la filiation biologique et écraser les origines, serait susceptible d'apaiser mes troupes. » Fin de citation. La personnification du don des gamètes et les statuts du géniteur constituent les troisièmes piliers du néobiologisme.
Dans ces contextes, le modèle de l'assistance médicale à la procréation hétérosexuelle, appelé pseudo-procréatif, est dénoncé comme étant un déni des dons et des donneurs. Le donneur devrait désormais être considéré comme un personnage singulier, puisqu'il donne non plus une substance de son corps, comme on l'a fait jusqu'alors, comme la loi le dit, mais la vie elle-même. Or, en réalité, il n'est pas exact que ces gamètes soient nécessairement destinés à l'engendrement. Ils peuvent être affectés à la recherche scientifique ou tout simplement être détruits. La loi le dit. En effet, la loi autorise la recherche sur l'embryon, sur les cellules souches embryonnaires et fétales, ainsi que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Considérer ceci comme de l'engendrement, ou donneur d'engendrement, est contraire non seulement à l'ordre positif, mais à l'évolution même du statut de l'embryon en France. Cette personnification des produits du corps renvoie aux vieilles controverses philosophiques sur le statut de la sémence. Vous pouvez parler effectivement d'action de genre, il faut voir ce qu'il dit Aristote. Le statut de la sémence et sa capacité à porter en elle la vie de l'embryon. Souvenons-nous de la doctrine aristotélicienne, selon laquelle le sperme du mâle contient les principes de la forme, tandis que celui de la femelle n'a que la matière. Si l'individu cesse d'être donneur d'un simple produit du corps, le sperme, l'ovocyte, pour devenir donneur d'engendrement, cela voudrait dire que la loi doit faire comme si les gamètes contenaient en elles-mêmes la vie humaine. Cette personnification des donneurs nous amène donc au tréfonds de l'imaginaire religieux. En effet, comment ne pas penser au récit biblique de la mort d'Onan pour avoir laissé la sémence se perdre à terre. Récit qui est à l'origine de la condamnation de la masturbation masculine. Même les autorités théologiques n'osent plus revendiquer cette conception de la reproduction. En effet, elles placent l'origine de la vie non pas dans les gamètes elles-mêmes, mais dans la fécondation. Paul VI, donc encyclique Humana Vitae, 1968. Comme souvent, la réactualisation d'une pensée devient plus conservatrice que son original. Enfin, la levée de l'anonymat des donneurs apparaît dans le contexte politique actuel, non pas tant comme un droit de l'individu à connaître ses origines, ce qui me semble logique, mais comme un droit de l'humanité, je cite le rapport, à la non-falsification de la filiation. Le rapport va même jusqu'à proposer d'inscrire les origines biologiques dans l'acte de naissance, je cite, visant à le considérer comme les conservatoires de l'identité civile des personnes, autrement dit les garants que cette identité ne sera pas manipulée. Fin de citation. Il ne s'agit pas tant d'un droit individuel, mais d'un impératif anthropologique. C'est pourquoi je cite ce que l'on nomme le droit d'accès aux origines est d'abord le droit pour l'enfant de ne pas être mis à part de l'humanité commune et étant transformé symboliquement en origine de soi-même. Cette transformation de l'individu en origine de soi-même est une atteinte profonde au droit de la personne. Fin de citation, page 220, enfin, tout est cité. La primauté donc de la preuve génétique dans les contentieux de la filiation, la prééminence de l'adoption simple, la levée de l'anonymat et le statut des génitaires donneurs d'engendrement, constituent les sabis neufs de l'ordre naturel. Voilà qui permettrait de donner à la filiation un ancrage solide, qui est le but de tout ça, à partir duquel la fiction juridique puisse opérer tout en respectant l'ordre symbolique hétérosexuel. Le projet de loi, la famille, donc, reprend à son compte certains de ces éléments, mais aujourd'hui, ce n'est plus le couple, mais l'enfant qui fait la famille, comme l'avait dit Bertinotti, la ministre déléguée de la famille, avait annoncé sans ambiguïté la philosophie de la réforme en excluant les couples de même sexe dans l'accès à la PMA et en associant explicitement la question des origines à la réforme de la filiation. Bon, face aux pressions de la Manif pour tous, le gouvernement a réduit les textes à certains aspects minimalistes, aménagement de certaines fonctions des beaux-parents, sans pour autant changer les règles de l'autorité parentale et encore moins, évidemment, les règles de la filiation. Pour conclure, je dirais que les propositions d'élever l'anonymat des donneurs, de mettre face à l'accouchement sous X, d'affaiblir l'adoption plénière, de la remplacer par l'adoption simple appelée open adoption, de personnifier les donneurs des gamètes et par conséquent les gestations pour autrui, tout comme les soupçons de la monoparentalité représentent ces habits neufs de l'ordre naturel. La certitude de l'engendrement apparaît ainsi comme les remparts contre l'individualisme et l'hédonisme narcissique
qui désintègrent la société, comme le dit le Comité national consultatif d'éthique, ou comme les notes les rapports Terry, vouloir fonder la filiation sur un acte volontaire est, je cite, les symptômes de la difficulté de l'idéologie individualiste contemporaine à reconnaître que la famille est une institution et à percevoir en conséquence la métamorphose de notre système symbolique de la parenté. Fin de citation. Et lorsque cette famille nucléaire n'existe pas dans la réalité sociologique, il faut la réintroduire symboliquement à travers les statuts des géniteurs. Cette entreprise constitue les degrés les plus avancés dans le processus de biologisation du genre. En effet, l'hétérosexualité est ici réduite à sa dimension la plus élémentaire, les spermatozoïdes et l'ovule. À partir de ces soubassements glandulaires, et en personnalisant le donneur jusqu'alors anonyme, la différence de sexe se trouverait finalement sauvegardée. L'homoparenté est admise donc à condition de se soumettre à ce nouvel ordre symbolique, c'est-à-dire que l'établissement de la filiation dans un couple homoparental n'institue pas un enfant comme né de ces couples, que la réalité biologique de l'engendrement ne soit pas occultée, ainsi que le recommande la Commission nationale pour les droits de l'homme et le rapport Terry. La famille homoparentale devient donc une forme de famille récomposée, dont l'origine se trouve dans l'engendrement biologique. Au-delà de la question familiale, vous voyez bien que cette entreprise de naturalisation de l'ordre de filiation n'a nullement comme objet la protection de l'intérêt de l'enfant in concreto, mais le maintien in abstracto de l'ordre symbolique de la différence de sexe, autrement dit, de la suprématie d'hétérosexualité. Merci.